Régénération Caraïbe, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour et bienvenue à Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique et énergétique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret et nous recevons aujourd'hui Maëva Marcin, ingénieure agronome, conseillère en agroécologie au sein de la SOFOUI, qui est une association qui a changé de nom il y a très peu de temps et qui est donc l'association des producteurs de fruits, agroforesterie, café, cacao, vanille de Guadeloupe. Merci Maëva d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir parce que en fait, la question de la production alimentaire sur l'île est super importante. La question aussi de la production d'alimentation saine est au cœur des préoccupations, des questions de santé sur l'île. La SOFOUI, pour ceux qui ne connaissent pas, est une association très active à Vieux Habitants. Alors, je te laisserai la présenter plus en détail par la suite. Mais dans un premier temps, ça serait intéressant que tu te présentes et que tu nous expliques un peu ton parcours. Maëva Marcin, donc moi je suis donc ingénieure agronome, comme tu l'as dit. Et en fait, mon parcours, c'était pas du tout une vocation au départ. Je connaissais pas l'agronomie comme la plupart des gens. Je pense que ça a été un peu le parcours scolaire qui m'a d'abord orientée. Et puis le fait que j'ai toujours été très indécise, donc du coup à chaque fois j'ai fait des choix qui ouvraient le plus large possible. J'ai choisi agro parce que là encore c'est ce qui ouvrait le plus. C'est-à-dire quand on est ingénieur agronome, on peut être dans plein de domaines différents en fait. Il y a l'agroalimentaire, l'environnement, on peut faire de la recherche, on peut être vraiment dans l'agro, vraiment l'agriculture auprès des agriculteurs, on peut être dans la politique, développement des territoires, enfin c'est vraiment très large. Et donc je me suis retrouvée dans cette école, j'ai fait Montpellier Supagro, spécialisée dans la chimie verte. Moi, vraiment, du coup, le fil conducteur de tout ça, c'était l'environnement pour moi. Et la chimie verte, c'est comment on fait pour remplacer les molécules du pétrole par des molécules qu'on peut trouver dans des végétaux. Et là, donc, je suis allée en Guadeloupe, j'ai travaillé sur un projet de méthanisation des stations d'épuration, beaucoup de stations d'épuration. Okay. Je suis allée au Brésil, où je travaillais sur l'impact environnemental de la culture de la canne. Et voilà, et avant ça, j'avais fait... mon dernier stage, c'était à Montpellier, où là, j'avais travaillé sur les impacts de la culture de coton, en comparant le coton bio et le non bio. D'accord, ah ouais, intéressant. En regardant vraiment tous les impacts, donc depuis l'utilisation du tracteur jusqu'aux déchets même du coton. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ACV. Ouais, analyse du cycle de vie, ouais, intéressant. Et voilà, en découvrant la SOFOUI, en fait, là, je me suis un peu réconciliée avec l'agriculture parce qu'en Guadeloupe, l'agriculture, déjà, n'est pas pareille. On est plus sur des petites exploitations, souvent familiales, avec de la diversité, des pratiques beaucoup moins intensives. Et la SOFOUI même, en fait, réunit des producteurs qui sont tous dans l'esprit de l'agriculture raisonnée. Pas tous bio, mais qui font attention. Donc effectivement, fil conducteur, l'environnement à travers tout ça. Et là, on va dire que tu es capable de tout regrouper parce que tu es à la fois dans la production agricole. Ouais, en fait, c'est ça. À la SOFOUI, en gros, on a un site. On a 7 hectares et quelques en bio. Donc, on produit. Mais bon, c'est pas notre fonction principale, c'est-à-dire que toutes nos parcelles vont pouvoir être utilisées pour de l'expérimentation. Donc on fait de l'expé. Alors soit chez nous, soit chez des adhérents, on va expérimenter des techniques, des innovations ou des variétés en fonction des projets en fait. On répond à des appels à projets, on fait des projets et en fonction, on monte des expérimentations et voilà, on les suit. Donc ça, c'est une partie de notre boulot. Ensuite, on fait du conseil technique aux adhérents. Et de la formation. En fait, en général, dans les formations, j'essaye de faire intervenir plusieurs experts. Donc, mettons, on fait une formation culture du pitaillage, je vais forcément prendre un agriculteur. Que tu fais intervenir. Voilà, que je fais intervenir. Après, on fait aussi avec les chercheurs. Voilà, ça peut être plein d'intervenants différents. Donc, du coup, moi-même, j'assiste à la formation, donc je me forme. Et ensuite, dans les échanges avec les agriculteurs, des fois, on peut partir un peu... sur d'autres sujets, voilà, et eux ils vont me raconter moi j'ai testé telle technique, voilà, enfin, puis justement en fait souvent ça ramène des nouveaux adhérents et plus on voit et plus on est sur le terrain et plus on a de témoignages et plus on se forme quoi du coup.
les adhérents qui sont là, est-ce qu'il y a comme une charte pour être adhérent? Parce que tu dis la plupart sont dans une pratique, ou c'est sur une base de volontariat, ou c'est au cas par cas? Il n'y a pas une charte, c'est plus en fait, je pense que c'est le bouche à oreille, le fait qu'ils aient fait les formations et tout. Ils viennent déjà en sachant que nous, on est axé agroécologie. Donc, on va pas venir pour avoir des conseils sur une culture intensive de bananes. Ou, voilà. Après, souvent, ceux qui viennent, c'est aussi pour planter des vergers ou pour se diversifier. Ensuite, il y a ceux qui s'installent. Là, ils veulent vraiment les conseils sur l'installation et tout. Et ceux-là, enfin, tous ceux qui viennent nous voir, en tout cas, ils sont dans une démarche de nous, on veut être respectueux de l'environnement, on ne veut pas utiliser de produits ou le moins possible. Voilà, après, parce que c'est plus notre réputation. Ouais, c'est votre réputation, votre renommée qui fait que les gens viennent vous voir avec déjà une intention marquée, quoi. Quelle est ta vision de l'évolution de ces pratiques? C'est-à-dire que, est-ce que tu vois que dans la nouvelle génération, par exemple, des fils d'agriculteurs se disent moi, la canne, c'est sympa, mais j'aimerais peut-être transitionner. Est-ce que tu vois une dynamique dans ce sens-là, ou bien des gens qui carrément n'étaient pas agriculteurs et se disent, parce que j'ai un exemple en tête, moi je vais faire de la vanille? Déjà, même au niveau des agriculteurs qui faisaient de l'agriculture d'une certaine manière, donc conventionnelle, avec des produits et tout ça, il y a une évolution du fait même de juste la réglementation, parce qu'il y a plein de produits phyto qui sont interdits maintenant, qui sortent du marché. Et il y a des politiques qui poussent vers une agriculture plus durable. Donc du coup, il y a beaucoup d'informations, on parle tout le temps de ça, quoi. Donc, forcément, les agriculteurs se sont un peu remis en question, ou ils ont changé des pratiques. Et ils cherchent justement, il y en a qui se tournent vers le bio, il y en a qui cherchent à aller plus vers l'agroécologie, etc. Ensuite, ceux qui s'installent, moi j'ai vu 100% que des gens qui cherchaient à être dans l'agroécologie, mais je dis moi parce que c'est ton point de vue, le prisme de la Sofouille qui fait que les gens viennent nous voir pour ça. J'ai un peu un avis qui est biaisé. Et après... Est-ce qu'ils sont nombreux, par exemple en fait, ça a augmenté. Donc là, moi, je vois par rapport aux formations. En général, ça, c'est vraiment une porte d'entrée. On commence une formation. Avant, on n'avait que des agriculteurs. D'ailleurs, on n'avait jamais réfléchi à faire une formation pour quelqu'un qui était candidat libre, enfin, que j'appelle moi candidat libre, c'est-à-dire qui ne vient pas... particulier. Voilà. Parce que, en fait, les formateurs, les agriculteurs, ils sont pris en charge. La formation est prise en charge par le Vivea. Et donc, du coup, il a même fallu mettre des prix. Alors qu'avant, on n'avait pas pensé à des prix pour un particulier qui paye lui-même sa formation. Mais là, on a vu, il y a eu un changement après le Covid, je pense. Après le Covid, il y a eu beaucoup de nouveaux, soit des particuliers qui n'ont pas de terrain, mais qui veulent, et qui sont tellement... ils sont tellement à fond qu'ils veulent apprendre, et voilà. Qui n'ont pas de terrain, donc qui veulent prendre un... Ils cherchent du terrain, et ils font quand même déjà les formations. Ouais, il y en a comme ça. Il y en a qui étaient en reconversion. Donc, il y en a eu des soignants. Ah ouais, ok. On fait des formations, voilà. Et on a un autre type de public, c'est des gens qui ont n'importe quel métier, mais qui ont un bout de terrain familial. Donc ça, il y en a plein. Qui ont des terres familiales. Souvent, c'est des terres en indivision, donc c'est à tout le monde. Oui. Et personne ne s'en charge vraiment, en fait. Donc eux, ils disent, là, moi, j'ai envie de valoriser ce terrain. Et après le Covid, il y a eu beaucoup de nouveaux, comme ça, de gens qui n'étaient pas du tout dans l'agriculture et qui se sont mis à vouloir... Mais ça me surprend pas, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se retrouve coincé chez soi. On n'a plus le droit d'aller au supermarché. Voire même, il n'y a plus rien dans les supermarchés à un moment donné, parce qu'on est une petite île. Et là, en même temps, on regarde autour de nous, on se dit, mais attends, finalement, dans mon jardin de 50 mètres carrés, je peux faire pousser des tomates, je peux faire pousser des concombres, un tas de choses. Et le fruit à pain qui est en arrière, et les fruits qui tombent et qui pourrissent. Moi, je sais que j'ai eu toute cette réflexion pendant le confinement, même après en télétravail, tu es chez toi, tu regardes, tu te dis, mais on a plein de ressources. Et je pense que ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur la nature et sur les ressources qu'il y avait. Et du coup, tu l'as senti vraiment? Moi, nous, avant, on habitait dans un appartement pendant le confinement. D'ailleurs, on a déménagé d'un tout petit vers un peu plus grand. Et heureusement, juste avant le confinement.
Et on faisait tout sur une petite terrasse. On avait des pots, on faisait toutes les plantations sur la terrasse. Et ben en fait, après le Covid, on a dit non, il faut qu'on déménage, il faut qu'on ait un jardin. Ouais. Et puis après, il y a toute la partie un peu historique du chlordécone qui a traumatisé les populations. Donc même les agriculteurs, ils sont plutôt réticents à utiliser des produits chimiques. Ah ok, et donc c'est le contre-coup, on va dire positif du chlordécone, c'est que maintenant il y a une vraie méfiance sur les impacts que ça peut avoir, parce que pour le coup c'était violent. Hein. Ouais, et c'est vrai que ce qui sensibilise plus, c'est moins l'environnement que la santé. C'est plus ça qui revient. Mais alors concrètement, parce que là c'est vrai qu'on parle de ce sujet-là comme si c'était une évidence, l'agroécologie, on se doute bien que il y a agro-agriculture, écologie, donc de l'agriculture qui est soucieuse de l'environnement. Comment toi tu décrirais l'agroécologie et parce que moi j'entends parler de permaculture, biodynamie, etc. Comment tu nous situerais tout ça Il faut commencer par l'agriculture conventionnelle. Ouais. Alors ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture qui a débuté après la Révolution verte. Donc en gros, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un essor de toutes les technologies dans tous les domaines d'ailleurs. Mais du coup, dans l'agriculture, on a commencé à vraiment raisonner l'agriculture pour qu'elle soit plus rentable. Mmh. Et donc, on a commencé à utiliser et à à développer, là, avec la recherche et tout ça, plein de produits qui boostaient les plantes. Donc, on a fait, il y a les intrants chimiques, les engrais, tout simplement. Les pesticides pour lutter contre tout ce qui est ravageurs et mauvaises herbes. Mmh. La monoculture pour vraiment mettre en place un itinéraire, ce qu'on appelle l'itinéraire technique, c'est toutes les étapes qu'on doit mettre en place avant pour cultiver une plante. Donc on a des monocultures qui sont bien alignées pour que les machines puissent passer, avec un itinéraire technique précis pour qu'on puisse dire, voilà, à tel moment je fais telle application, j'en mets telle quantité, il n'y a pas de surplus, là tu parles d'engrais ou de pesticides, voilà. Tout simplement, ouais. Donc il y a beaucoup de calculs et tout est vraiment maîtrisé, quoi. Une agriculture maîtrisée. Et du coup, ça a permis d'augmenter énormément les rendements et de pouvoir augmenter les surfaces aussi, puisque du coup, avec la mécanisation, on peut aller plus vite, plus loin et avec moins de main-d'œuvre. Ouais. Donc ça coûte moins cher. Ouais. Et donc tout ça, ça a créé ce qui est l'agriculture conventionnelle. Ouais. Le problème de l'agriculture conventionnelle, c'est que là, on arrive à ses limites. On s'en rend compte que il y a plein d'effets négatifs sur l'environnement, sur la santé. Alors bien sûr, on connaît l'effet des pesticides puisque c'est des produits chimiques, c'est dangereux pour la santé. Les engrais même, en fait, eux, donnent à manger à la plante directement sans se soucier de donner à manger au sol, entre guillemets. Et donc ça crée des sols qui sont de moins en moins fertiles. Parce que pour qu'un sol soit fertile, il faut qu'il y ait des micro-organismes et des macro-organismes qui dégradent de la matière organique, qui vivent, qui, avec leur vie, leur mouvement, etc., ameublissent le sol. Et en fait, ça se fait naturellement. Quand on voit une forêt, un écosystème naturel, ça se fait naturellement. Sauf que là, comme on a tout dénaturé, on est obligé de le faire soi-même. On est obligé de labourer pour décompacter le sol. Vu qu'on fait passer des machines, on compacte aussi le sol. Donc voilà, en fait, à chaque fois, on fait une opération qui pallie à une conséquence négative. On a fait, voilà. Ouais. En plus, donc l'agriculteur lui-même est maîtrise moins son environnement puisque du coup c'est un peu des recettes, quoi. Et donc il est dépendant des intrants, il est dépendant des machines, etc. Donc en fait c'est vraiment une agriculture qui arrive à ses limites. Là les rendements commencent à chuter parce que la fertilité naturelle des sols elle est perdue. Les impacts sont énormes et on interdit de plus en plus aussi des molécules. Donc il y a plein de gens, par exemple, qui étaient en agriculture conventionnelle, qui ont des gros problèmes avec certains ravageurs et qui les traitaient avec des molécules qui maintenant sont interdites. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Si on fait rien, on perd toute la culture en gros. Et ouais. Donc là, on revient à une agriculture un peu plus ancienne, parce qu'en fait l'agroécologie c'est pas nouveau, c'est plus un retour vers la connaissance du système. Donc en fait, agroécologie, c'est agro pour agriculture, et écologie, c'est effectivement respect de l'environnement, mais écologie, en fait, l'écologie d'un milieu, c'est comment il fonctionne.
Donc c'est utiliser la connaissance des écosystèmes pour l'agriculture. Je m'explique. Du coup, ce que je viens de dire tout à l'heure, par exemple, sur le sol, de savoir que le sol, il a besoin... donc, je vais faire une autre... je vais commencer différemment. Prenons un arbre. L'arbre, il pousse, voilà, il perd ses feuilles. Et ces feuilles se dégradent. Ouais. Donc, il y a des organismes qui vont dégrader ces feuilles, qui vont enfouir la matière dans le sol. Et avec toute une chaîne trophique, ils vont transformer cette feuille en petites molécules qui seront disponibles pour l'arbre pour qu'il mange. Donc la matière est recyclée, quoi. Ouais. Donc ça, la connaissance de ça, en fait, juste ça nous donne un des principes, c'est recycler la matière, mettre de la matière organique au sol pour pouvoir faire vivre son sol et qu'en fait, il y ait toute une chaîne d'actions qui travaillent derrière. En fait, au lieu d'appliquer un schéma mental qu'on avait et d'essayer de le faire à grande surface, on essaie de comprendre vraiment comment ça marche dans les milieux naturels, parce que c'est vrai qu'on voit les forêts ici, elles sont riches, elles sont résilientes, elles sont fortes, et si on pouvait faire en sorte que c'était des fruits comestibles qui étaient à l'intérieur, ça serait parfait. Ça serait parfait. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ce que tu viens de dire, on utilise la connaissance de la nature. Donc, quand on observe, il y a plusieurs espèces. Enfin, on va dire, les grands principes, ça va être diversifié. Il y a plusieurs espèces au même endroit. C'est pas de la monoculture. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des ravageurs. Alors, il y a plein de raisons, hein, mais une des raisons, les ravageurs, s'ils ont un champ... Donc, un ravageur, c'est un insecte qui mange, on va dire un puceron, par exemple. Il a un champ d'agrumes là devant lui. Il est content, il a à manger, il se développe et il y en a partout. Alors que s'il y a plein d'espèces différentes, il va beaucoup moins y arriver. Donc ensuite, il y a des espèces qui sont hôtes d'insectes auxiliaires. Donc les insectes auxiliaires, c'est ceux qui détruisent les autres. Donc par exemple, là, ce sera la coccinelle qui mange le puceron. Donc on va avoir des espèces qui vont loger des coccinelles et qui vont permettre aux coccinelles d'attaquer elles-mêmes le puceron. Et du coup, ça va s'auto-réguler en fait. Après, donc il y a diversité des espèces, mettre beaucoup de matière organique, comme j'expliquais, pour nourrir les sols. Éviter d'utiliser des pesticides, par exemple. Alors ça, c'est parce que justement, on tue tout. Donc on tue les bons et les mauvais insectes. On ruine aussi notre santé, etc. Donc quand je dis pesticides, que ce soit herbicides ou pesticides, n'importe quel biocide. Voilà, après, c'est des principes comme ça qu'on utilise en agroécologie. Et donc, agroécologie, c'est vraiment le terme vaste pour expliquer toute cette... les techniques qu'on va utiliser pour être plus respectueux de l'environnement en se basant sur la connaissance des écosystèmes. Et à l'intérieur de ça, il y a plein de mouvements avec des techniques particulières utilisées. Donc, permaculture... Ça va être vraiment... c'est presque plus... Enfin, pas plus politique, mais il y a une partie éthique dans la permaculture qui va avec. Donc, on utilise l'agroécologie pour la culture. Oui. Il y a aussi des techniques en particulier qui sont utilisées comme les techniques sur but, pour éviter d'avoir à labourer, etc. Et on peut l'utiliser dans l'habitat, dans l'organisation même de l'habitat. Donc, où est-ce qu'on met la maison, où est-ce qu'on met le point d'eau, où est-ce qu'on met les cultures de telle et telle chose, où est-ce qu'on met l'élevage, par exemple. Il y a un côté architecture du paysage et philosophie de vie, fonctionnalité. C'est ça. Recyclage et zéro déchet. Après, il y a, toujours dans l'agroécologie, il y a la culture syntropique, où là, c'est vraiment plus où on l'agroforesterie. On regarde la forêt et on imite la forêt. Donc là, on fait des forêts comestibles. Ah oui, l'agroforesterie. C'est un peu ce que tu disais là. Ouais, d'accord. Donc tu fais une forêt, mais avec presque que des... Enfin, c'est pas presque que des arbres qui nous donnent à manger. Il y a plein... Mais chaque espèce a une fonction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des arbres qui donnent pas de manger, mais ils sont là pour protéger un autre arbre, pour faire de l'ombre, ou pour apporter de la matière organique. Enfin, mais la vanille, finalement, la culture de vanille, ça se fait en forêt, c'est un peu ça ? Ouais, mais on peut le faire... une partie on peut la faire partout, la vanille, ça fait bien, oui. D'accord. Après, il y a plein de systèmes de vanille, il y a aussi des intensifs ou pas du tout agroécologiques. Je me baladais à un moment donné en forêt au Lamentin et je suis tombé sur
plein de pieds de vanille en fait dans les arbres comme ça, et je me suis dit ils sont pas là par hasard. Forcément, il y a quelqu'un qui doit les cultiver. Non, mais c'est vrai que, en Guadeloupe, en sous-boc, c'est cultivé la plupart du temps. Mais en gros, la vanille, elle a juste besoin de paillage et d'ombre. Et un support. Et un support. D'accord. Voilà. Donc sous serre, ça Donc sous serre, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne, mais là, il faut ramener le paillage. Alors qu'en forêt, il est là naturellement. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc en forêt, c'est extensif et Ok. en serre, c'est intensif. Et après, ça va même jusqu'à... Il y a des serres de vanille où ils sont presque sous perfusion avec... où ils mettent En hydroponique, genre Non, quand même pas en hydroponie. Ils sont dans de la paille, les pieds. Ouais. Mais ils apportent pulvérisation, la matière organique. Enfin, ah oui, les d'accord. nutriments. D'accord. Ah oui, donc plus industriel, quoi. Ouais, Okay. ça existe aussi. Quoi. Ah, ok. Mais il y a une serre là en métropole où ils ont carrément fait une serre chauffée avec de la vanille. En métropole. Ouais. Ah ouais. Mais ça m'amène à une question. Enfin, ça me fait penser à plein de choses, mais il y a cette question de confiance, parce qu'à un moment donné, c'est faire confiance à la nature, c'est-à-dire, ok, j'accepte qu'il y ait toutes les espèces d'insectes, de nuisibles qui cohabitent. Je pense que ça passe forcément par des phases où tu perds des cultures pour que les écosystèmes s'ajustent. Du coup, concrètement, et c'est pour ça que j'y pensais, parce que la vanille de Guadeloupe versus la vanille industrielle de Madagascar ou autre, on la paye pas le même prix. Non. Est-ce qu'on est capable de produire avec l'agroécologie at large, on va dire, à grande échelle, ou est-ce que c'est des pratiques qui sont faites pour être sur des petites exploitations? Ça se fait toujours sur des petites exploitations. Mais en fait, c'est une question de main-d'œuvre. C'est-à-dire, oui, si on pouvait. On peut répliquer plein de petites exploitations et faire. En fait, ça existe. Au Brésil, justement, la Syntropie, c'est un monsieur qui s'appelle Ernst Ghost qui l'a mis en place. Lui, à la base, il était chercheur sur. Sa spécialité, c'était comment on dit, la reconversion ou la régénération des sols. Régénération. Voilà. La régénération des sols. Donc, comment on régénère un sol qui est totalement infertile, sur lequel il n'y a rien qui pousse? En plantant des espèces clés, on va dire. Donc, en fait, dans la nature, le processus, il se fait naturellement. On va avoir, en général, mettons qu'il y a eu une coulée de lave. Il y avait des fougères qui vont se mettre en place. Et puis ensuite, les fougères, elles vont préparer le terrain pour une autre espèce qui sera un peu plus exigeante, etc. Jusqu'à reconstruire une forêt en 30 ans. Et donc, on utilise ce principe-là pour régénérer les sols, mais en beaucoup moins de temps. Donc, en plantant nous-mêmes, en plantant soi-même les espèces, et des espèces particulières, donc notamment, par exemple, il y a des espèces qui fixent l'azote de l'air, au lieu de récupérer l'azote qui est dans le sol. Donc, celles-là, elles ont un avantage par rapport aux autres, et donc elles ont plus de facilité de pousser dans ces milieux pauvres. Pourquoi je disais ça? Lui, il a mis en place, je crois, 30 hectares, ou même 50 hectares de forêt comestible. Alors, il a des ouvriers, il est au Brésil aussi. Enfin, je dis pas, la main-d'œuvre est peut-être moins chère. Mais voilà, avec cette technique-là, il a inventé la syntropie. Enfin, inventé. Il a mis en place, voilà. D'accord. Donc, c'est l'idée de... l'idée, c'est vraiment... C'est une idée géniale, c'est qu'au lieu d'essayer de limiter l'impact environnemental que va avoir notre production, c'est carrément que notre production a un impact positif sur l'environnement. Donc, le sol est plus fertile après qu'avant. Donc, grâce à nos plantations, grâce à la succession et le suivi qu'on en a fait, après, il y a beaucoup de choses. Il y a la succession des espèces et il y a la taille... Il y a la taille la taille régulière des plantes pour remettre en place remettre la matière organique au sol et que ça se recycle, quoi. Donc il y a beaucoup de matière organique à mettre. Donc, c'est beaucoup de travail manuel, en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà, lui, il a réussi à le faire. Donc oui, c'est possible. D'accord. Et après, maintenant, il faut de la main-d'œuvre, c'est vrai. Ou alors, il faut qu'on travaille sur de la micromécanisation ou des choses, des outils qui soient plus adaptés que... Et puis peut-être aussi des nouvelles façons de mettre au marché, parce que je vois de plus en plus...
en France, au Québec, un petit peu en Guadeloupe, justement, des façons pour les producteurs de vendre directement aux consommateurs, donc de vendre un peu plus cher, d'avoir une meilleure valorisation, voire des fois même d'inclure l'agro-transformation dans leur process pour avoir plus de marge. Ouais, bah ça c'est vraiment des techniques. En fait, quand on pense agroécologie, ça va un peu ensemble. Une exploitation conventionnelle qui voudrait, par exemple, passer au bio, elle a une chute de rendement qui est inévitable, en fait. Donc on a des rendements qui sont moins importants si on passe d'une culture à l'autre. Et effectivement, dans la monoculture, il y avait aussi l'avantage de pouvoir commercialiser uniquement un produit à une personne et en quantité énorme. Donc voilà, si on a une commande de pas combien de tonnes de melon, voilà, on va faire que du melon et voilà. Alors que là, quand on est dans la diversité, c'est toute la complexité de ces petites exploitations en diversification, c'est qu'il faut commercialiser tous les produits. Donc il y a fruits, légumes, il y a de tout. Donc là, les techniques qui sont utilisées, c'est souvent les marchés courts, le circuit court. Ouais. Donc les paniers, les marchés directs, où on peut accueillir les gens chez soi et tout, mais ça demande encore en fait, ça change vraiment le métier d'agriculteur, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'ils connaissent l'écosystème de son sol, de son terrain, qu'ils réfléchissent à comment il va agencer les choses, qu'est-ce qui va bien avec quoi, etc., qu'ils soient sur le terrain pour appliquer, plus qu'ils réfléchissent à sa commercialisation. Ouais. Et en général, on ajoute de l'agrotourisme parce que c'est aussi une manière de valoriser son travail et qui rapporte. Ça fait un petit plus et c'est très en vogue. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça en ce moment, qui veulent plus aller en Guadeloupe pour aller à la plage seulement, ils veulent voir des exploitations. Ouais. Donc du coup, ça rajoute encore Effectivement, c'est un métier qui devient... Alors, autant avant... Ouais, c'est ça. Autant avant, ça avait un côté, on va dire, scientifique dans l'aspect règle de 3, ratio, quantité de kilogrammes à l'hectare de phytosanitaire, etc., etc. Les machineries, donc c'est un côté technique. Mais ça avait un côté beaucoup moins transversal. Et maintenant, il faut avoir le côté humain, commercial... donc c'est pas évident et la technique agricole en tant que telle, elle est complexe aussi, c'est-à-dire que ça s'apprend dans des formations, dans des bouquins, mais ça s'apprend en passant du temps sur l'exploitation, parce que chaque exploitation est différente, j'imagine, en fonction du contexte climatique, des espèces qu'on veut mettre, etc. C'est tout un défi. Et alors du coup là-dessus concrètement, parce que en fait on le voit bien, l'agriculture traditionnelle, comme tu disais tout à l'heure, non seulement elle atteint ses limites, parce que finalement, on finit par cultiver sur du sable. La terre, on l'a lessivée. L'agriculture conventionnelle. Conventionnelle, ouais. J'ai dit quoi ? Traditionnelle. Ah, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas traditionnel, justement. Conventionnelle. Et par exemple, les terres cannières, certaines parcelles ont perdu 50% de productivité dans les dernières années. C'est en chute libre. Ouais. Et on a beau rajouter des produits, finalement, la terre ne retient plus rien, il n'y a plus assez de matière organique, il n'y a plus assez de structure dans le sol. Oui, parce que ça met du temps, hein, justement. On pense que, quand je disais on met de la matière organique, on ne peut pas remplacer les engrais par de la matière organique. Ça ne se fait pas directement, justement. La matière organique, elle met vraiment du temps. Elle va construire un sol, d'abord, en fait. Donc, avec toute la vie qui se crée à l'intérieur, etc. Et alors... Par exemple, si on pense à la nouvelle génération qui arrive, les fils de personnes qui ont par exemple des cultures de bananes ou des parcelles de cannes, etc., qui se disent, là, moi je pense qu'il commence à y avoir alors je ne sais pas si c'est des MAPA directement, mais des associations d'agriculteurs. Par exemple, il y a Steve Salim en Grande-Terre. Tu veux dire AMAP ? Des AMAP. AMAP, ce qui veut dire association de maraîchers, producteurs, un truc comme ça, non ? Je sais même plus. En tout cas, c'est la construction des circuits courts et les fameux paniers de légumes qu'on peut acheter. Il y en a quelques-uns. Il y a Yvel Atalis qui a un réseau bio comme ça, Mon Panier Bio, je crois que ça s'appelle. On essaiera de l'inviter. Steve Salim, alors lui, je pense que c'est plus de l'agriculture raisonnée, mais il est au moule et c'est... pas forcément bio, mais bon, c'est le même principe. Il y
il y a de plus en plus de jeunes, j'ai l'impression, qui se disent il y a peut-être moyen d'en faire un revenu et de se lancer. Mais concrètement, t'hérites d'une parcelle plantée en canne, d'une friche, ça va te prendre quelques années. Ouais. Ça va te prendre beaucoup de temps, ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre des ressources. Est-ce qu'il y a des aides adaptées pour ce genre de projet ? Oui, il y a des aides. Après, il n'y en a pas, pas suffisamment ou pas assez. Mais oui, en fait, il y a des aides pour tout ce qui... toutes les démarches pour aller vers de l'agriculture plus durable, on va dire. Donc, on peut avoir des aides à l'investissement et on peut avoir des aides surfaciques. Donc, en gros, les aides à l'investissement, c'est si on veut, par exemple, planter pour tout ce qui est plantation de plantes pérennes, donc celles qui durent plus longtemps. Donc, d'accord. Pas le maraîchage des arbres, etc. Donc, voilà. Donc typiquement pour la culture de fruits. Ouais. On a des aides. On peut donc avoir maximum 90% d'aide et minimum, on va dire 65% sur tout ce qui est l'investissement à la mise en place. Que l'achat des plants, la plantation, la main-d'œuvre s'il y a besoin, le travail du sol, tout ça. Quelle que soit la taille de la parcelle ? Ouais. D'accord. Il y a ça, il y a des aides pour mettre en place l'irrigation. En fait, il y a plein d'aides à l'investissement. Et ensuite, il y a aussi des aides surfaciques qui récompensent les bonnes pratiques, on va dire. Donc, les aides surfaciques, c'est... chaque année, en fait, les exploitants agricoles font une déclaration de surface où ils disent « voilà ce que j'ai ». Et à ce moment-là, ils peuvent aussi demander une aide. Si, par exemple, ils font du jardin créole ou si ils font, je sais pas moi, aucune utilisation d'herbicides ou enfin voilà. Et en fonction des pratiques, il y a des cahiers des charges et il y a une aide à l'hectare par année. Après, en vrai, il y a quand même enfin, moi, dans ce que je vois, il y a peu de gens qui font ces dossiers-là. Enfin, nous, on accompagne à les faire. Donc moi, je les incite à les faire. Okay. Mais il y a eu des problèmes. Parce que, bon, après, il y a des... Ouais, je ne sais pas si je vais rentrer dans ces détails-là, mais on va dire que c'est des mesures qui ont vraiment été faites par rapport à la métropole. Et il y a plein de choses qui sont pas adaptées à ici. Pas du tout transparentes. Donc, par exemple, nous, on a eu un scandale l'année dernière. C'est-à-dire que ça fait... Donc moi, depuis que je suis arrivée en 2018, on n'avait jamais eu d'instructions exactement sur quels codes culture sont éligibles ou pas. Donc on nous disait, un peu en off, mais ce code-là, ça c'est éligible. Mettons, on a une agroforesterie, on a du café, de la vanille et du cacao. On peut choisir, il faut qu'on choisisse. Donc on nous dit, mettez cacao, parce que cacao, ce sera éligible au bio, alors que vanille, ça ne l'est pas. Et 3 ans plus tard, on nous dit, en fait, c'était l'inverse. La vanille est éligible, mais pas le cacao. Donc ceux qui attendent leurs aides depuis 3 ans, ils les auront jamais. Et ils attendaient là-dessus pour démarrer. Démarrer. Du coup, il y a plein de gens d'agriculteurs qui ont dû rembourser des sommes énormes, par exemple, parce qu'il y avait une inconformité pendant des contrôles inopinés. D'accord. Des haies qui devaient être là, ou des gens qui me disent « mais moi, j'avais pas de haies, c'est quoi cette histoire ?» Ou bien juste des contrôleurs qui savent pas que le galba, c'est une culture et c'est pas de la forêt. Choses comme ça. C'est dingue, ça. Ouais. Ok. Et ça bloque. Ça bloque beaucoup, quand même. Les agriculteurs de... Ah oui, parce que déjà que c'est pas tous les agriculteurs qui vont être enclins à aller remplir des dossiers administratifs parce qu'on a un métier où on est dehors, où on est en contact avec la nature, etc. Aller devant un ordi, faire des trucs. Ouais. Mais en plus de ça... Il faut faire attention à toutes les pratiques qu'on fait. On est engagé... Voilà, pour le bio, on est engagé pendant 5 ans, par exemple. Donc pendant 5 ans, on doit garder le même code culture. Donc par exemple, ceux qui font de la canne bio, ils m'ont dit clairement, la canne bio, je peux pas la garder tout ça de temps. Parce qu'au bout d'un moment, le rendement, il diminue. Et donc il faut faire replanter tous les 5 ans à peu près. Ouais. En fait, c'est très bien une rotation. Et on sera pénalisé si on le fait. Parce qu'on s'est engagé sur cette culture. Il faut qu'elle soit à cet endroit-là, où on a déclaré sur la déclaration sur surface pendant 5 ans. Et en fait, ça, c'est parce que ça n'a pas été réfléchi en amont à des situations qui sont propres. Adaptées à nos climats, à nos régions, quoi. Ou bien, voilà, je vois des rotations où, par exemple, on va mettre un cabri sur une ancienne plante. Je sais pas, on avait mis des ignames, puis après on a mis des cabris pour faire la rotation. C'est très bien, ça aussi. Ça nourrit le sol. Ça nourrit le sol, etc. Si le contrôleur, il arrive, il y a des cabris là, ça va pas du tout.
D'accord. Mais alors, à ce titre-là... Mais après, on fait remonter tout le temps et bon, je pense que ça peut évoluer. Ça va bouger là. Déjà on a réduit les engagements. Ils ont réduit la durée d'engagement. Donc maintenant, c'est 1 an. Si on va rembourser que l'année où on a eu un contrôle et où ça a été une inconformité. On va pas rembourser les 5 ans d'avant. Déjà, ça, c'est mieux. Ouais. Mais entre-temps, ça a fait des dégâts. Cette année, il y a eu des dégâts. Il y a eu des grosses sommes. Par exemple, tu demandes à un agriculteur de rembourser 10 000 euros. C'est parce que l'aide bio, par exemple, c'est 2 000 euros par hectare par an. D'accord. Donc voilà. Donc c'est un des intérêts aussi d'être labellisé bio, c'est que tu as des aides spécifiques pour le bio. Oui, voilà. Quand les aides fonctionnent. D'accord. Oui, ouais. ça, et c'est pas négligeable parce qu'effectivement, le bio, quand on passe au bio, on a une baisse de rendement. Et c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Les produits homologués sont plus chers. Justement, quand on va dans ces démarches-là, on est en concurrence avec la Dominique, avec les gens qui vendent au bord de la route, avec tous ceux qui font baisser les prix, quoi. Mais vraiment très bas, et qui font que ça devient plus rentable. Ouais. Ça, c'est une autre problématique. On sait que en Guadeloupe, là, c'est pareil, dans beaucoup d'îles, en fait, dans toute la Caraïbe, on importe 80% de la nourriture. Alors qu'en même temps, et puis d'ailleurs, c'est ça aussi qui est drôle, parce que dans tous les domaines un petit peu environnementaux, c'est la même chose, que ce soit l'économie circulaire ou quoi, on a l'impression qu'on invente des nouvelles façons de faire, alors que l'économie circulaire, à la base, voilà, on achetait en vrac, on avait nos petites boîtes, on allait chercher le riz qu'on avait besoin, etc. Il n'y avait pas de sac plastique, etc. Pour l'agriculture, il y a eu l'agriculture intensive qui est arrivée dans les peut-être 70 dernières années de manière très forte. Mais avant ça, et ici, en fait, même encore ici, jusqu'à très récemment, il y a encore des anciens qui le font, mais des gens qui le font revivre. Les jardins créoles, c'était vraiment de l'agroécologie, finalement. Ouais. Et ça, c'est vraiment un savoir hyper riche. Il y a plein de gens qui font les choses et qui disent bah, voilà, moi j'ai appris ça comme ça, ma grand-mère faisait ça et tout le monde a toujours fait ça comme ça. Ouais. Et là, maintenant, on réfléchit, en fait, c'est l'association de telle plante avec telle autre parce qu'il y en a une qui capte l'azote, l'autre... Et c'est des scientifiquement, on peut dire, ok, ça fait du sens. Ouais. Et il le faisait parce qu'ils ont vu que ça marchait et c'est un savoir qui a été transmis. Ouais, moi, j'ai appris plein de trucs avec... on avait une ouvrière agricole à la Sophie, elle est partie, Marie-Aimée. Elle avait vraiment une connaissance très pratique. Et elle me dit, moi, je fais ça comme ça. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je lui disais, parce que je la prenais comme cas d'école, quoi. Je lui dis, mais explique-moi pourquoi et comment tu fais tes associations et tout. Je fais ça parce que ça marche bien, la plante me parle, c'est comme ça. et donc, les associations, c'est de dire, je mets telle plante à côté de telle autre. Et ça, c'est super intéressant. Et bon, on va bientôt conclure, mais il y a tellement de sujets il y a plein de trucs. sur le savoir des anciens. Et sur les savoirs dans les différentes îles, parce que finalement, la biodiversité et les cultures qu'on fait en Guadeloupe sont un peu les mêmes que celles qu'on retrouve à la Dominique, à Trinidad, jusqu'à Cuba. Il y a des partages de connaissances qui se font actuellement, maintenant, oui. Avant, je pense pas. Là, maintenant, on travaille... Enfin, par exemple, dans les projets de recherche, etc., on va voir les autres DOM, on va voir même les autres pays de la Caraïbe. Donc, on travaille en réseau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été... on pousse à ça, on travaille en réseau. Après, il y a par exemple l'exemple de Cuba où ils ont eu un embargo. Donc, ils ont dû développer des techniques pour être plus autonomes. Et donc, par exemple, faire eux-mêmes leurs purins. Donc, les purins, c'est les préparations à base de plantes pour remplacer les pesticides, par exemple, ou remplacer des biostimulants, enfin voilà, donc qui vont booster les plantes. Donc ça, par exemple, on a hérité. Il y a des agriculteurs qui sont allés à Cuba ces dernières années, qui y vont régulièrement d'ailleurs, et qui sont revenus avec pas mal de choses. Donc, par exemple, nous, à la Sophie, on a mis en place un lombricompost en baignoire. Et la personne qui nous a... Donc, c'est la SICAPAG qui nous a formés sur la mise en place de ce compost-là. Ils étaient allés chercher... le savoir-là était... Voilà, il avait récupéré de Cuba. Ouais, c'est super intéressant. Aller mutualiser les forces et les connaissances de chacun.
Maëva, merci. J'ai une petite question pour finir pour toi. Si on a un petit bout de terrain chez nous, ou comme tu le disais toi, sur ton balcon, quelques pieds de tomates ou autre, quel serait le conseil que tu pourrais donner, qu'on peut mettre en place facilement, qui nous permette d'être un peu dans cette démarche d'agroécologie? Je dirais déjà de composter ces déchets verts, de ne pas les brûler. Hein, surtout que si on a un jardin, ne brûlez pas vos déchets de tonte et de coupe. Ne faites pas ça, gardez ça précieusement, parce que ça, c'est vraiment de la nourriture pour les plantes, pour le sol. Et ajoutez-y les épluchures, enfin tout ce qui est les déchets verts de la maison, quoi. Et donc là, vous faites un compost. Si vous avez un jardin, vous pouvez faire un compost au fond du jardin, et voilà. Ou si vous avez pas de jardin, vous pouvez le faire dans des bacs. Mais ouais, donc j'irais composter. Composter, et ça veut dire genre les épluchures de carottes, les trucs comme ça, on peut les mettre dans le compost? Ouais, alors le compost, il faut juste savoir qu'il faut mettre en gros 2/3 de matière sèche, c'est-à-dire les feuilles, les trucs marrons, quoi, les copeaux ou quoi, et 1/3 de matière fraîche, c'est-à-dire les épluchures. Voilà. D'accord. On évite de mettre la viande, du riz et des trucs. Ouais, qui veut fermenter. Ouais. Ok. Bon, mais Maëva, merci beaucoup. C'était super intéressant. Ceux qui veulent se former à la Sofouille, ils vont sur le site internet. La Sofouille, on mettra le lien dans les commentaires. Et donc, se former, donc qu'on soit agriculteur ou qu'on soit particulier, qu'on veut apprendre, on peut aller là. Ou se faire accompagner pour une transition. Pareil, c'est au même endroit. Oui, enfin nous on accompagne vraiment plus les agriculteurs. Ouais. Après les gens qui veulent venir nous poser des questions, en général je les redirige vers la chambre d'agriculture qui va être vraiment là pour les accompagner vers l'installation pour être agriculteur. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Yeah. Ok, bon, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, ça nous intéresse. C'était Bertrand Viret pour Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique et énergétique dans la Caraïbe. Écoute. Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute.